elle vient aujourd'hui pour le roman qui est devant moi, qui s'appelle Sylvia et les ombres, et Tornare dal bosco en italien, qu'on pourrait traduire par revenir du bois ou sortir du bois. Hein, voilà. Alors vous n'êtes pas arrivée toute seule, hein, voilà. Vous êtes accompagnée aujourd'hui par Delphine Gachet, qui est donc maîtresse de conférence à l'Université de Bordeaux-Montaigne, qui est spécialiste de l'œuvre de Dino Buzzati, que vous traduisez en français. Hein. Et votre dernière traduction, elle est toute récente, puisqu'elle est sortie le 18 septembre dernier, qui est Bestiaire d'ici et d'ailleurs, chez Robert Laffont. Voilà. Bonne maison d'édition. Voilà. Alors, on va se partager les micros. On a 2 micros et nous sommes 4. Voilà. Donc, mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Et donc, vous avez eu aussi le plaisir de traduire le roman de Maddalena. Voilà. Et la 3e personne qui nous accompagne, c'est Camille Racine. Donc, vous êtes la directrice de collection de La Bête Noire aux éditions Robert Laffont, collection dans laquelle est publié ce roman-là. Mais peut-être qu'on en dira quelques mots à la fin. On fête les 10 ans. Pour 3 mois encore, m'a dit Camille tout à l'heure, 10 années que cette collection existe, avec beaucoup de succès. Hein, voilà. Et donc Maddalena rentre dans cette collection, et j'espère avec beaucoup de succès également. Voilà. Mais avant de parler de votre roman, Maddalena, vous êtes une toute jeune romancière. Voilà. Mais prenez le compliment. Voilà. On va parler peut-être un peu de vous pour que le public présent là vous connaisse un petit peu mieux. Donc vous êtes donc italienne, écrivaine. Vous avez publié entre autres un livre pour enfants, Il Cavolo di Troia et Altrimenti Spagliati. Je l'ai bien dit ? Oui. Oh, très bien, merci. Donc finaliste du prix Strega Ragazzi en 2021. Donc comme meilleur premier livre, le roman pour lequel vous venez aujourd'hui, donc Tornare dal Bosco, qui a été candidat donc, au prix Strega en 2023. Voilà. Et vous avez fait donc des études de lettres à l'université de Pise, votre doctorat à l'université de Columbia sur la côte est des États-Unis. Oui. Et puis actuellement, donc, vous êtes dans le nord de l'Europe, donc aux Pays-Bas, et vous exercez un métier qui est peu connu, qui s'appelle scout littéraire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Qu'est-ce que c'est une scout littéraire ? Alors scout comme un scout, hein, voilà. Oui. Merci à tout le monde pour être là. Désolée, je vais faire des fautes en français parce que je viens d'arriver. Normalement, j'ai besoin d'une demi-journée pour que mon français devienne plus fluide. Mais bon, je vais essayer. Le scouting littéraire, ça consiste dans la lecture très vite de romans. Donc, je lis l'italien, le français et l'allemand pour des maisons d'édition, pour donner des avis. Comme ça, pour qu'ils peuvent acheter le droit de traduction. Donc, c'est pour les traductions étrangères. Donc, je travaille pour une agence de Paris, en fait. Et on a des clients qui sont des éditeurs. Et on conseille des livres ou pas. Il faut filtrer beaucoup, lire très, très vite. Mais c'est parfait parce que quand j'étais petite, j'adorais lire, bien sûr. Et je pensais que ce serait super de lire comme travail, de lire des romans. Et je croyais que ce n'était pas possible de lire des romans et gagner quelque chose. Pas beaucoup, mais bon. et ça existe, ce métier. Donc, oui. J'aime bien. Et on travaille aussi beaucoup maintenant avec le cinéma, avec Netflix France, par exemple, pour les adaptations. En fait, beaucoup des séries sur Netflix sont adaptés de romans, même si les romans n'est pas très célèbre, hein, c'est pas nécessaire. Donc voilà, donc c'est ça. Oui. Alors, vous saviez pas que vous pouviez être payé pour lire. Pour lire des romans. Voilà. Alors, oui. Beaucoup de gens sont persuadés que les bibliothécaires font la même chose.
Et c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Non, on n'a pas toujours le temps. Mais je suis content. En tout cas, c'est un métier qui vous plaît. Absolument, donc oui. vous faites des fiches. Des fiches de Voilà. lecture. Donc Oui, ça en anglais. En anglais, voilà. Comme ça, parce que les clients sont dans tout le monde, de la Chine à la France, aux États-Unis. Oui, donc on écrit nos fiches en anglais. Alors, peut-être qu'à la fin de la rencontre, on vous demandera un conseil de lecture, parce que vous lisez beaucoup, c'est ce que vous dites. Oui, voilà. oui, Peut-être une ou deux références qui sera traduite. Je vois des têtes qui disent oui dans le public, donc je pense que ça pourrait intéresser. Donc ça veut dire que votre livre, oui, il est passé entre les mains d'un scout littéraire. Oui, dans ce cas, c'était Delphine, je pense. C'était Delphine. Parce que souvent, les traducteurs font ça aussi. Ah non, mon agent, et après, la fiche, c'était de Delphine, je pense. Ce sont les traducteurs aussi qui souvent travaillent avec les éditeurs. Oui, donc moi, effectivement, il y a quelques années, j'ai eu ce roman entre les mains et j'ai fait une fiche. Et en fait, je connaissais déjà Maddalena pour un autre roman de jeunesse qu'elle a écrit qui s'appelle Rime et les paroles libérales. Rime a gagné le prix Stega. C'était le troisième tentative. Ce qui est terrible, c'est que c'est un livre pour enfants qui est vraiment magnifique, enfin pour jeunesse, mais qu'on peut lire à adulte aussi, traduit en France, qui est magnifique et que l'éditeur ne veut pas traduire. Donc il faut que je le persuade. Je lui écris régulièrement en lui disant bon, voilà. Et donc quand j'ai vu ce roman, et peut-être on parlera de ça aussi, en même temps on sent très bien cette appétence pour le monde de la fable, des contes, etc. Et j'ai trouvé que c'était un roman très très bien. Alors après, de le traduire on en parlera aussi, dans une collection de policiers, c'est un choix, on en reparlera. Mais vraiment, j'ai adoré ce livre. Donc j'avais fait une fiche où je disais tout le bien que je pensais de ce livre et tout le plaisir que j'aurais et que j'ai eu à le traduire parce que ça a été vraiment un travail très, très, très enthousiasmant. Beaucoup de compliments. Voilà. Mais écoutez, on va peut-être commencer à parler de cet ouvrage, mais avant de vous poser quelques questions. Delphine Gachet, en fait, quand on a préparé votre venue, on s'est dit que ce serait bien de lire un extrait de votre livre, et je crois que ce serait bien de lire et en français et en italien. Donc la partie que nous allons lire, nous sommes au début de l'histoire, au tout début de l'histoire, où Sylvia, donc, qui est dans le titre en français, le personnage principal, qui est une maestra, c'est-à-dire une maîtresse d'école, qui apprend la mort d'une de ses élèves, va se réfugier dans le bois qui est à côté de chez elle. Et le passage que nous allons lire raconte les premières heures, donc le tout début de cette histoire, les premières heures de la matinée, avant qu'elle lise aussi cette nouvelle dans le journal qu'elle tient dans la main. Ce matin-là, elle avait eu du mal à se lever, comme toujours. Elle mettait son réveil sur un petit plateau dans lequel elle éparpillait quelques pièces de monnaie. Si bien que lorsqu'il sonnait et vibrait, il faisait tinter la monnaie. Et ce bruit était insupportable. Elle éteignait d'un geste brusque à tâtons et à force de tomber sur le carrelage, le métal était bosselé de partout. La maestra si tirò su e accese il fornello sotto la caffettiera già pronta. Solo dopo il caffè, diceva, incomincio a ragionare. Lascio la tazzina vuota sul tavolo, tra le impronte rotonde di altre tazzine, altri caffè bevuti nei giorni precedenti. All'edicola, in fondo alla discesa, compro il giornale di fretta perché voleva arrivare presto in classe e finire di trascrivere il compito che avrebbe assegnato ai suoi alunni. Ne preparava lei stessa a mano una copia per ogni bambino, in una grafia chiara e regolare. Monsieur Minero, qui tient le kiosque à journaux, n'osa rien dire et ne l'arrêta pas.
D'ailleurs, il ne savait pas si la petite fille était une de ses élèves ou pas. Peut-être connaissait-il très peu Sylvia. Il était surtout gêné. Il ne voulait pas être le premier à parler avec elle. De toute évidence, c'était ce qui allait se passer. Presque personne ne le savait. Il était encore trop tôt le matin et elle semblait complètement ignorer ce qui était arrivé. Et si elle s'était mise à pleurer? Et si elle était tombée de tout son long à terre? Mentre provava nella mente una frase, Silvia ha visto? Silvia ha saputo? Silvia, aspetti! Si schiariva la voce e apriva la bocca per parlare. Lei era uscita. Aveva lasciato gli spiccioli giusti sul vassoietto di plastica e in un attimo era stata fuori dalla porta. Non ha letto nemmeno i titoli, gli chiesero inseguito. No, ha piegato in due il giornale, l'ha ficcato in borsa ed è partita. Cette histoire, vous la portez depuis longtemps. C'est une histoire de votre famille. Vous le dites à la fin du livre. Il y a une base qui est réelle, qui est votre histoire familiale, et puis tout le reste que vous avez construit, vous avez installé. Pourquoi cette histoire-là vous a-t-elle tant marqué lorsque vous étiez enfant? Alors, c'est vrai que c'est une histoire vraie. La maîtresse était la cousine de mon grand-père, qui n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfant, elle vivait avec mes grands-parents. Donc, pour moi, c'était comme une grand-mère. Je l'ai vue tout le temps quand j'étais petite. Et je savais, quand j'étais enfant, qu'elle avait disparu. C'était beaucoup avant ma naissance, dans les années 1960-70. C'était la fin des années 60, en réalité. Alors que le roman, c'est 1970. Et elle était revenue, évidemment, elle était là. Mais il ne voulait pas me dire pourquoi. Et j'ai compris que c'était quelque chose de très douloureux, donc je n'avais pas demandé à elle directement. Elle racontait beaucoup d'histoires. Par exemple, elle racontait beaucoup, quand elle était petite, et elle avait étudié chez des... comment ça se dit ? Des religieuses. Et donc, elle avait beaucoup d'histoires du collège des religieuses où elle avait étudié, ses amis, ses copines, tout ça. Et j'adorais parce que pour moi, c'était un peu comme Jane Eyre ou quelque chose comme ça, Oliver Twist, un peu comme ça. Mais elle racontait jamais ça. Donc, j'avais jamais demandé. Et après sa mort, surtout, je demandais à ma mère, qui était enfant à l'époque, et à mes grands-parents. Et donc, c'était parce que l'histoire était vraiment traumatique. C'était la mort d'une de ses élèves. Elle avait appris la mort d'une de ses élèves à laquelle elle était aussi très liée. Et elle avait disparu. Et donc, pour des jours, on l'avait cherchée partout dans les bois, dans les rivages aussi, parce qu'on avait peur qu'elle s'était tuée. Et puis, elle est revenue, comme ça, un matin. Et donc, pour moi, c'est que c'était vraiment intéressant. C'était un peu la squelette de l'histoire. Donc, pourquoi... elle se sentait responsable, disons même coupable, même si elle avait rien fait de mal. Et donc, c'est vraiment beaucoup une histoire sur la culpabilité, le sens de culpabilité qu'on peut avoir, même si elle est complètement démesurée. Oui, et en plus, j'ai trouvé... intéressant ce rapport très fort, très étroit entre une femme et une élève qui n'était pas, donc de presque maternité, mais pas de maternité. Donc la maîtresse, elle était une femme qui avait choisi de ne pas avoir des enfants, de ne pas se marier, dans une époque où c'était pas comment, c'était pas comme ça, comment dire, oui. C'était pas la règle. C'était pas la règle, absolument.
Donc pour ça, elle était aussi très intéressante à mes yeux, même quand j'étais petite. Mais je voulais aussi un peu protéger les faits réels. Donc j'ai changé beaucoup. Par exemple, le bois, qui est très important dans le livre, c'est un peu comme un personnage. Il n'a rien à voir avec l'histoire vraie. Dans la réalité, elle ne s'est pas cachée dans un bois. On ne sait pas vraiment où, parce qu'elle n'a jamais raconté ça. Donc, je suis partie. Et pour moi, c'était aussi intéressant de raconter une histoire qui est un peu renversée. Donc, il y a un climax tragique, disons, au début. Normalement, dans les histoires, dans les romans, mais même dans les tragédies grecques, le climax, donc le sommet émotionnel est vers la fin, pas au début. Mais pour moi, c'était intéressant, cette histoire aussi, parce que c'était un peu renversé. Donc, d'avoir ce climax au début et puis de voir comment on peut survivre au deuil. On continue à vivre, comment, pourquoi. Alors, le climax est... La mort de l'élève, oui. Est au début, mais on ne le sait pas vraiment. La première page, il y a une sorte de mystère. Oui. On ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop quelle époque on est. Est-ce que ça participe certainement à décrire l'état d'esprit de Sylvia, qui est embrouillée, qui ne sait plus trop où elle est. Oui. Ouais. Mais, oui, un peu. Alors, au début, Sylvia, elle lit la nouvelle sur le journal le matin avant d'aller à l'école. Donc, elle est en train d'aller à l'école, comme tous les jours, et elle n'arrive jamais à l'école. Elle entre dans le bois, elle disparaît. Et au début, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle fait. C'est les jambes qui l'amènent, disons, parce qu'elle est choquée. Et je pense que c'est très instinctif pour le personnage d'entrer dans le bois, parce que le bois, il n'y a personne dans le bois. Donc, elle ne doit pas parler, elle n'est pas vue. Le bois, il y a dans le bois la vie et la mort, mais sans péché, sans culpabilité, nue, disons. Et donc, pour elle, elle voudrait devenir un peu comme le bois. Donc, c'est comment dire, perdre sa conscience humaine et se laisser mourir, je pense. Mais puis, il y a d'autres choses qui arrivent, donc ça, c'est juste le début. Mais oui, et en plus, pour le personnage, vous devez imaginer que c'est une petite ville, je viens de cette ville, c'est vraiment entouré par les bois. Et donc, le bois est un lieu mythique, c'est sûr, c'est un topos littéraire, bien sûr, des contes et tout ça, mais c'est aussi un lieu très concret qu'on connaît bien. Donc, Sylvia, elle connaît le bois très, très bien. Il n'y a rien de mystérieux pour elle dans le bois. Elle connaît tout, elle peut nommer tous les plantes, tous les animaux. Et donc, et c'est aussi un lieu qu'on utilise pour le bois, pour le champignon, pour le miel. Donc, pour elle, c'est pas mystérieux, c'est pas romantique ou idéalisé. Donc, c'est aussi très, très concret. Et pour des autres personnages, c'est pas la même chose, parce qu'il y a un personnage qui vient de la ville. Donc, donc on va parler de ça peut-être. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas trop situé, mais on n'est pas très loin de Turin. Pas loin de Turin, mais dans la Provence. On dit ça, type une provincia. Comment ça se dit ? La région. Oui, donc c'est aussi ça, je pense, qui donne un peu cette atmosphère hors du temps. Parce que dans des petites villes, dans les villages, on est un peu aussi hors du temps, disons. Par exemple, c'est les années, c'est 1970, c'est les années de plomb en Italie. Mais c'est vrai que, par exemple, quand j'étais petite, j'ai entendu beaucoup d'histoires de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup, parce que mes grands-parents étaient enfants pendant la guerre, ou très jeunes. Et pour moi, les années de plomb, ça n'existait pas, parce que c'était très important à Turin, à Milan, dans les villes, mais dans les petits villages, toutes les nouveautés arrivent en retard, beaucoup en retard. Donc, c'est aussi un peu ça qui donne cette atmosphère hors du temps, je pense. C'est vrai qu'on sent qu'il y a un décalage, et je dois dire que le premier tiers du roman, j'arrivais pas à situer à quelle époque on était. Voilà, Ah oui, c'est dit dès le début. Alors j'ai pas, voilà, mais voilà. Alors j'ai raté l'information.
le tout premier chapitre, mais c'est à la fin, là, vraiment, on dit, elle était dans le bois, l'automne commençait et on était en 1970. Mais après, on n'en reparle pas. Et c'est vrai qu'en fait, on n'est pas du tout en prise avec l'actualité. Donc, on ne sait rien de ce qui se passe dans le monde. Finalement, le monde se limite à ce bois, à cette école, à cet enfant et à Sylvia. Et bien sûr, à toute sa famille. Donc, bon, moi, je voulais te poser des questions sur le bois, mais ça y est, tu as déjà tout dit. Non, voilà. je peux parler de bois pour longtemps, si vous voulez. Mais peut-être tu pourrais nous parler d'un autre personnage qui est très important dans le roman. C'est Martino, le petit garçon, le jeune garçon. Oui. Oui, c'est. Enfin, je ne veux pas trop dire, mais la maîtresse, elle est dans le bois. Elle est. Et bien sûr, tout le monde la cherche. Donc, oui, parce que c'est une petite communauté qui a vu la mort d'une élève et la disparition de la maîtresse. Donc, c'est énorme. Mais c'est vrai, j'ai trouvé les articles, parce que c'est une vraie histoire en partie. Donc, j'ai trouvé des articles de journaux, beaucoup d'articles de la presse locale qui parlaient de ça. Il y avait des journalistes, il y avait des recherches. C'était énorme pour le coin. Et mais dans la vraie histoire, il n'y a pas de Martino. Alors Martino, j'ai complètement inventé. Tout le monde cherche cette maîtresse et il n'arrive pas à la trouver. Elle se cache dans le bois. Il y a un petit garçon qui a juste déménagé de Turin parce qu'il est très asthmatique. Et Turin, alors ça, par exemple, c'est un peu plus l'actualité parce qu'il y avait beaucoup de pollution, bien sûr. Et donc, comme il est vraiment asthmatique, il a déménagé avec sa mère à la campagne. Et il déteste, bien sûr, ça. Il déteste la campagne, le bois, le village et tout ça parce qu'il avait ses amis à Turin, son école. Et donc, il imagine, il entre dans le bois pour chercher la maîtresse, mais il oublie complètement tout de suite. Il commence à jouer aux pirates. Il imagine d'être dans la jungle. Et comme ça, et en fait, il la trouve. Il trouve la maîtresse. Et donc, ce rapport entre l'enfant et l'adulte est très important dans le livre. Pour moi, c'était nécessaire pour rééquilibrer l'histoire. Et en plus, c'est vrai qu'il y a aussi un peu un élément de conte parce qu'il y a cet rapport inversé. C'est l'enfant qui amène de l'eau et des choses à manger à l'adulte, qui est l'adulte par excellence, parce que la maîtresse, elle est l'adulte que tous les enfants connaissent. C'est l'adulte la plus importante en dehors de la famille, la maîtresse d'école. Donc, et oui, et il y a cette amitié qui commence entre cette maîtresse qui est complètement hallucinée au début et cet enfant. Et pour lui, c'est un secret, donc il garde le secret. Ça ne peut pas continuer pour longtemps, c'est évident, parce que pour lui, c'est une façon de donner un but à sa présence dans le village. Et aussi, c'est un peu une façon de se venger de ses parents qui l'ont forcé à déménager. Et il y a, oui, voilà. Et puis, il y a le rapport avec le bois, parce que dans le conte, c'est les enfants qui entrent dans le bois, normalement. Et c'est un peu un rite de passage dans les contes, comme mais Chaperon rouge, non ? L'enfant entre dans le bois. Et dans les contes, c'est normalement, voilà, c'est un rite de passage parce que l'enfant et encore, les enfants, ils participent un peu à la nature, encore à la nature bestiale, végétale, minérale du bois. Puis il y a l'épreuve dans le bois, et s'ils sortent vivants, ils sont prêts à devenir adultes, à devenir des êtres humains adultes, donc individués et comme ça, et entrer dans la société. Donc pour Martino, c'est un peu ça pour le personnage, mais Sylvia, elle est adulte, donc elle peut pas
faire la même chose. Pour elle, le bois est plutôt un seuil entre le monde vivant et le monde mort. Alors, elle voit aussi des fantômes, elle voit l'élève qui s'est tué, elle voit ses amis de l'école religieuse et tout ça. Donc, c'est un peu, elle est vraiment sur le seuil entre le monde vivant et le monde mort. Elle n'a pas encore décidé dans quelle direction elle va aller. Et voilà. Et puis, il y a Martino qui arrive et change un peu tout. La forêt que vous décrivez, dans le livre, elle n'est pas effrayante. Elle est plutôt bienveillante. La scène où Martino, la première fois où il rentre la forêt, avant de trouver la maîtresse là où elle est cachée, moi, ça m'avait pensé plutôt à une forêt fantastique. Parce que c'est son regard voilà. qui la filtre, hein, je pense. Parce que pour lui aussi, c'est vrai, comme il vient de la ville aussi, il connaît pas bien le bois. Donc, pour lui, c'est un peu la rêverie, le lieu de l'aventure, de la rêverie, alors que pour la maîtresse, c'est quelque chose d'autre. Mais j'ai cherché de donner aussi différentes versions du bois. Comme ça change beaucoup. C'est aussi un peu le bois de la résistance. Il y a un personnage qui a fait la résistance antifasciste. Donc le bois, c'est aussi très lié à ça. Dans le nord de l'Italie, il y a les littératures, il y a Beppe Fenoglio et Meneghello. Donc il y a aussi cette côté. Oui. Alors vous l'avez compris, il y a presque 3 personnages. Sylvia, qui est la maîtresse, Martino, qui va intervenir pas au tout début du livre, hein, c'est vers le milieu, la forêt, mais il y a toute une galerie de personnages qui vivent dans ce village. Moi, je dois dire que j'ai été assez enthousiaste par la description des enfants, et des enfants de l'âge de Martino, qui ont 11 ans, 12 ans. C'est le début de l'adolescence, le début des premiers amours, et on est vraiment dans leur tête. C'est extrêmement touchant. On voit bien qu'ils sont malhabiles, enfin, ils ne savent pas trop comment faire. La petite fille qui meurt, qui est à l'origine du drame. Alors, c'est vrai que vous disiez, on part par le climax, donc il faut faire des flashbacks pour expliquer la situation. Et là, je dois dire que effectivement, on est dans la tête de la petite fille qui, le drame arrive par elle, qui est à l'adolescence, qui voudrait être une grande, qui voudrait être une femme. Et on sent que le regard des hommes change sur elle et qu'elle n'arrive pas, son drame, en fait, c'est qu'elle n'arrive pas à maîtriser l'italien. C'est pour ça le rapport avec la maîtresse qui est fort. Oui, c'est parce que c'est vrai que c'est un peu hors de temps, mais il y a aussi des éléments qui sont très ancrés dans le temps de l'histoire, parce que, par exemple, vous voyez, c'était une période où beaucoup de gens déménageaient du sud de l'Italie, du nord-est, mais aussi des vallées hautes des montagnes pour travailler à l'usine. Donc, la famille de cet enfant, elle déménage des montagnes pour aller dans cette petite ville à travailler dans les usines textiles. Et donc, il parle le dialecte. Il parle le dialecte à la maison. Et donc, au début, elle ne parle pas bien italien. Donc, oui, ça, c'est absolument un élément. Et ils sont un peu déracinés. Je ne voulais pas idéaliser la vie rurale aux montagnes, qui est une vie très dure. Mais c'est vrai que beaucoup de gens déménageaient pour travailler dans l'usine pour gagner quelque chose. Parce que travailler par exemple, dans la montagne, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de fête. Si tu as des vaches, il faut prendre soin de vaches tous les jours, même à Noël, même le dimanche et tout ça. Donc c'était une vie très pauvre, très dure. Par exemple, Fenoglio la raconte très bien, Beppe Fenoglio, qui est un auteur que j'adore, dans La Malora, un roman très beau. Mais quand même, c'était aussi un peu un déracinement culturel. Et donc, le père de cette fille, par exemple, il est aussi très, très enragé, parce je pense qu'il ne sait plus qui il est.
Oui. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est très lié à l'année 1970, qui est la loi sur le divorce. Parce que c'était... Oui, donc il y a ça aussi qui... oui. Alors, la loi sur le divorce, elle arrive par un personnage, annexe. Voilà. Oui, c'est très choral, le roman, en fait. Oui. Et pour moi, c'était nécessaire parce que c'est un peu un problème quand on a un roman avec une maîtresse dans le bois qui ne bouge pas. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, et alors, il y a la maîtresse, puis il y a Martino qui arrive, il parle. Mais j'avais besoin d'un mouvement autour d'elle. Donc, j'ai un peu structuré le roman comme un poème avec la maîtresse dans le bois. Les chapitres sont très courts. Donc, il y a la maîtresse dans le bois qui est un peu comme un refrain. Et les strophes qui sont les autres chapitres avec tous les personnages qui la cherchent. Donc, qui bougent beaucoup, qui font des choses. Oui, et donc c'est très choral. Il y a un peu le village entier qui la cherche. Oui, il la cherche, mais il continue à vivre. Oui, bien sûr. C'est ça. Et c'est vrai que la scène... la scène du divorce, c'est un des personnages, on comprend qu'elle est infirmière, elle va faire une piqûre à une de ses voisines qui a 70 ans, je crois. Divorcée. Il dit, mais j'en ai marre, regarde-le. Alors, son mari, qui est la pièce à côté, qui regarde la télé, et qui dit, non, mais je veux partir. Alors, donc, il parle de ça. Voilà, lui dit, non, mais tu le penses pas. Si, j'ai même... Enfin, elle dit qu'elle a même contacté ses enfants, tout est préparé. Elle attend juste la loi sur le divorce. Voilà. Et vous écrivez, oui, que ça fait 5 ans que c'est débattu. Oui, c'était très débattu. Oui, je ne sais pas en France quand il y a eu une loi sur le divorce. Je ne sais Aucune idée, en fait, plus ou moins. Ah oui, voilà. Autorisé par Napoléon et supprimé après. Ouais. Bon, alors, on pourrait faire la recherche parce qu'on a les livres d'histoire juste à côté. Mais moi, je trouve que vous avez une galerie de personnages féminins qui est quand même assez incroyable. Et la question que je me suis posée, c'est vous arrivez aussi à rendre compte de l'ambiance des années 70 dans une petite ville, alors que vous n'avez pas vécu cette période-là. Oui. Et comment vous avez fait comme écrivaine pour réussir à capter cet esprit-là? J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai parlé beaucoup avec des gens qui étaient vivants à l'époque, qui étaient jeunes à l'époque, qui étaient enfants ou adultes. Et puis, j'ai fait lire le roman. Par exemple, il y a de petits détails. Dans les automobiles, il n'y avait pas de radio à l'époque. C'était très rare. Donc, il y avait une scène où il y avait un personnage qui écoutait la radio et puis ma mère, elle a lu, elle a dit non, mais tu vois, c'est pas possible ou c'est très rare. Donc, des choses comme ça. Et puis, oui, j'ai fait beaucoup de recherches, mais quand on écrit un roman, c'est très fatigant, très beau, très intéressant aussi parce qu'on lit beaucoup, on fait beaucoup de recherches sur des choses qui sont incroyables. Si je vois la chronologie de mes recherches sur Internet, quand j'écris, il y a des choses folles sur le comportement de poules, poulet, choses comme ça, des détails, des très petits détails. Puis il y a beaucoup qui rentrent pas dans le roman, mais il faut tout savoir pour écrire, je pense. Oui, je crois que ce qui est important, c'est ça aussi, c'est que ce roman, il est sur un territoire et qu'on sent le territoire présent et on le sent notamment à travers la langue, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc il y a des moments où il y a des termes effectivement qui sont des termes dialectaux et où il a fallu mettre quelques notes pour que, même si les éditeurs n'aiment pas trop pas trop, c'est un peu comme ça. Mais il y a des moments où par exemple, là, tu cites des poètes et des hommes politiques qui écrivent en piémontais. Donc il faut remettre quand même le texte tel qu'il est parce que c'est important. Et même si on met une note en traduction, c'est important de donner aussi entendre cette voix et ce territoire. Donc en fait, ce roman-là, moi, ce qui m'a beaucoup plu quand je l'ai lu, c'est que oui, on a dit, il y a des éléments qui font qu'on peut l'inscrire dans une collection de policiers parce qu'il y a bien une disparition, il y a bien une recherche. Mais on comprend bien que l'écriture, elle est très différente d'autres auteurs dont on a pu parler. Parce que c'est une écriture qui est extrêmement sensible, qui est extrêmement
poétique qui, de temps en temps, quand tu parlais du bois, alors c'est vrai, parfois c'est le bois est l'ami de la maîtresse, il l'accueille, mais le bois, à certains moments, il est menaçant aussi. Oui. Hein, un peu comme dans Blanche-Neige, je ne sais pas si vous vous souvenez, notamment dans le film, on voit le bois tout d'un coup. Là, c'est pareil, il y a quand même des sangliers dans ce bois qui agressent. Donc voilà. Donc on a des tonalités qui sont très différentes littérairement. On passe d'un registre à un autre, d'un style à un autre, mais on passe avec naturel. Quand on le lit, on est vraiment entraîné par cette écriture qui est extrêmement fluide, qui est extrêmement belle. Et c'est pour ça que, à la fois, le fait qu'il y ait donc un bois, et tu as bien dit, hein, effectivement, comment c'était important dans les fables, dans les contes, qu'il y ait beaucoup d'enfants. On a parlé de Martino, mais il y en a d'autres. Voilà, on sent malgré tout on sent que le fait que tu aies écrit pour la jeunesse auparavant a pu, sans doute, je pense, influencer ton écriture positivement, fait qu'il y a une sensibilité. Et alors, tu as fait des recherches pour te placer dans les années 70, mais en même temps, tu es très proche de ces adolescents que tu décris. Voilà. Et c'est ça qui fait, pour moi, vraiment la valeur de ce livre et la spécificité de cette écriture. Merci. Non, c'est vrai que pour moi, c'est très intéressant parce qu'en France, le roman est dans une collection polar. Et dans d'autres pays, absolument pas. Et ça, mais c'est vrai qu'il y a un mystère et une tension. Il y a un mystère dans le roman, mais c'est pas un mystère qui regarde les faits. Enfin, au début un peu, mais c'est pas vraiment un mystère sur ce qui se passe. Le mystère regarde le comportement humain, les raisons, et donc c'est un mystère qu'on peut pas complètement résoudre. Et il reste là. Parce que comment peut-on expliquer la mort d'un enfant ou même la disparition de la maîtresse, il y a pas, oui, il y a une raison, mais c'est beaucoup plus profonde. Donc, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un roman qui peut se situer différemment. Et oui, pour la littérature jeunesse, pour moi, c'est une littérature, c'est littérature. Si c'est bon. Et je trouve que c'est très intéressant pour moi le regard des enfants sur les histoires parce que c'est très différent, c'est très latéral. Peut-être vous connaissez les lettres persanes de Montesquieu, où il y a les persanes à Paris qui regardent tout avec les yeux de quelqu'un qui vient de loin et ne comprend pas comme les gens se parlent, s'approchent, les vêtements et tout ça. Et les enfants sont un peu comme des persanes à Paris tout le temps parce qu'ils sont nouveaux dans ce monde, ils n'ont pas de préjugés, ils regardent les choses de façon différente. Alors ça, c'est très important dans des histoires parce que c'est une sorte surgent d'étrangement sur des choses qui on donne qui pour nous sont automatiques. On a beaucoup d'automatismes de perception linguistique, de jugement sur les choses. Et donc, pour moi, c'était très intéressant le regard des enfants, même les façons dont ils parlent. Et vous voyez, il y a beaucoup de livres pour adultes où il y a des enfants qui sont des protagonistes pour cette raison. Mais c'est, pour moi, comme je lis beaucoup de littérature jeunesse, par exemple dans le dialogue, s'il y a un personnage qui est un enfant qui ne parle pas comme un enfant, je pense que je remarque parce que je suis habituée à lire beaucoup de littérature jeunesse qui ne doit pas être pédagogique ou didactique, ou vous voyez, la littérature jeunesse, quand elle est bonne littérature, elle est très, elle peut faire peur ou avoir aussi approcher des thèmes qui sont très compliqués. Je pense que la littérature jeunesse ne devrait pas être une version plus facile de la littérature pour adultes. Et c'est l'expérience esthétique qui est pédagogique en soi. Il ne faut pas écrire des livres pour enfants où on explique avec une histoire qu'il faut être gentil ou tout ça. C'est pas très intéressant, même pour les enfants. Alors je pense qu'on peut vraiment un peu... La littérature adulte et jeunesse peut se mélanger un peu. Ouais.
C'est ce que vous avez envie de faire, vous, en tant qu'écrivaine? Je vais continuer à écrire pour la jeunesse et pour les adultes. Je suis en train d'écrire un roman jeunesse et un roman adulte où il n'y a pas beaucoup d'enfants, je dois dire, pour la première fois. On va voir. Oui, non, mais aussi les adolescents, ça m'intéresse beaucoup, ce moment liminal entre deux âges aussi, comme vous disiez très bien pour Giovanna, la fille, qui est vraiment entre deux phases de la vie. Oui, oui, ils sont... Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu en lisant, que les enfants ont tous la même tranche d'âge. Et effectivement, ils sont confrontés au monde d'adultes qui arrivent devant eux, mais ils ne savent pas trop comment faire. Voilà. Et j'ai trouvé que les descriptions des sentiments, l'expression des sentiments des enfants étaient très réussies et emportent en tout cas le lecteur. Voilà. Alors, à la différence des sentiments des adultes, où il y a une violence, c'est-à-dire que les adultes n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments, et ça se manifeste par des baffes ou par des cris. Voilà, on ne dit pas les choses. Et est-ce que c'est toujours la même chose ou pas? Non. Mais c'est vrai que... Non. Alors, c'est vrai que je pense que c'est aussi lié au lieu et l'époque. Mais pour mes grands-parents aussi, par exemple, sont des gens qui ne sont pas habitués à parler des sentiments, du deuil ou on peut être très affectueux, mais on ne dit pas trop. Et on ne fait pas aussi. Disons, c'est même une génération qui n'était pas habituée à s'analyser, à parler beaucoup des sentiments, de douleur, de tout ça. Et surtout les hommes. Donc c'était compliqué parce que aussi dans le roman il faut montrer beaucoup et pas dire trop parce que les personnages ne parlent pas de ce qui se passe trop. Et donc ça c'était aussi intéressant pour moi à faire. Et c'est vrai aussi que par exemple si un adulte aurait trouvé la maîtresse, il l'aurait immédiatement ramenée à l'hôpital, alors qu'un enfant, Martino, il comprend de façon très instinctive qu'elle n'est pas prête à revenir, qu'elle est encore sur le seuil. Et donc, pour un enfant aussi, c'est plus immédiat de comprendre qu'on se cache quand on a honte. Et la maîtresse a honte, elle se sent coupable, donc elle veut se cacher et il comprend ça. Donc c'était intéressant ça aussi pour moi de voir. Mais il y a quand même une sorte d'initiation parce que l'enfant il lui porte à manger, mais il lui porte aussi des livres. Ah, des livres, des BD, des bandes dessinées oui. que la maîtresse ne connaissait pas. Donc c'est beau aussi cet échange générationnel. Oui, il y a du coup, j'ai perdu ma question. Mais c'est pas. Non, je voulais parler d'Anselmo, qui est le cousin de Sylvia. Oui. Et donc, c'est ce que vous disiez. Voilà, il aime énormément sa cousine. Ils ont été élevés ensemble. Oui. Mais il peut pas dire qu'il l'aime. Enfin, comme il dit pas je t'aime à ma femme. Mais il la cherche beaucoup. Il la cherche et il est très enragé parce qu'il la trouve pas. Parce que oui. En plus, ok, Anselmo, il y a des personnages qui ont un correspondant dans la réalité. Et Anselmo est mon grand-père, qui est très vieux et il ne va pas très bien dans ce moment. Donc, pour moi, c'est un peu... Oui, Anselmo, on dit en français un chien qui aboie beaucoup, mais ne morde pas. Oui, aboie beaucoup, il ne mord pas. Et Anselmo est un peu comme ça. Et oui, donc la maîtresse, elle était aussi orpheline, donc elle est avec Anselmo un peu comme des jumeaux, quoi. Ils étaient ensemble quand ils étaient petits et il la cherche beaucoup, mais il peut pas exprimer autrement ce qu'il sent. Et oui. Mais je trouve un peu comique aussi ce personnage parce que c'est un peu comme un chien qui aboie et il ne mord pas. Donc il y a aussi un peu ce côté comique. Oui, mais il dépense toute son énergie. Absolument.
Comment il a réagi, ton grand-père, en voyant ce personnage? Alors, mon grand-père, il ne lit pas beaucoup. Hein. Moi, je suis la première dans ma famille qui a pris, comment on dit, ha preso una laurea. Qui a obtenu une licence. Une licence. Alors, je pense qu'il n'a pas vraiment lu. Il est très content qu'on a parlé de lui et du village. Et le bois et son bois. Parce que mon grand-père, il a un bois. Et il a passé toute sa vie, après la retraite, qui venait tôt à l'époque, à se prendre soin du bois. Donc pour lui, c'était important. Mais il a ouvert le livre comme ça et il a trouvé la scène du sanglier. Et tout de suite, il m'a dit non. Parce que non, les sangliers, c'était très rare à l'époque, ça ne marche pas. Il a critiqué beaucoup ça. Donc, c'était Anselmo. Donc, il critique tout le temps, mais je pense que dans son cœur, il est content. Mais qui ça? Qui sait? Alors, je vais poser la question à Camille à côté. Donc, vous dirigez cette collection, la Bête Noire. Madalena a répondu, puis j'ai l'impression que on sait maintenant. Je me doute un petit peu pourquoi, mais alors pourquoi vous avez choisi de publier ce texte-là dans cette collection-là? Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Madalena, elle est représentée en France par un agent que j'aime beaucoup, avec qui j'avais rendez-vous. Donc je pense que c'était il y a 3 ans maintenant. Et elle arrive, elle s'appelle Laura Grandi, et elle arrive dans le bureau. Et elle me dit, oh là là, il y a un texte qui m'a envoûtée, il faut que je t'en parle. Et elle me pitch le livre en 3 secondes. Et j'ai été envoûtée. Et je lui dis, OK, tu m'envoies le livre tout de suite. Parce que c'est exactement ce que je recherche. C'est-à-dire que, et vous l'avez entendu, c'est les codes du polar, mais complètement inversés, puisque le livre s'ouvre sur un décès. Mais qu'en fait, quand on le lit, on va comprendre, tout le livre, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça vous met dans une dynamique d'enquêteur, en fait. Et puis, le soir même, j'appelle Delphine, qui est ma femme sûre pour tout ce qui concerne les textes italiens, et je lui dis, j'ai besoin de toi, là, tu arrêtes tout, tu as 48 heures pour lire le livre, à peu près. Je fais souvent ça, 2-3 fois par an. Là, elle me dit, bon, là, oui ou là, non, et tu me dis si tu aimes le texte autant que moi, puisque moi, j'avais lu 20 pages en anglais. Et donc, elle me rappelle 48 heures après, je crois, et elle me dit c'est absolument magnifique, on y va. Donc on y va, ça sous-entend que moi je fais mes affaires avec l'agent et que c'est elle qui traduit. Donc elle fait son petit planning dans sa tête, etc. Et puis j'ai fait mon offre et Madalena a hésité parce qu'en fait elle n'avait pas très envie, ce que je comprends complètement, d'être dans une collection de polars. Et donc avec son agent on a beaucoup parlé et je lui ai dit mais la collection La Bête Noire de Robert Laffont, c'est une collection qui ne va pas faire que du thriller commercial. On va aller chercher des textes plus littéraires. Et en fait, un bon livre, c'est un bon livre. Et en fait, la catégorisation du livre, on s'en fout. Et c'est comme quand vous allez en librairie. D'ailleurs, merci à la machine à lire de vendre les livres ce soir. Moi, je vous encourage à devenir meilleur ami avec votre libraire. Parce qu'en fait, ils sont dealers de bonnes ondes. Avec votre bibliothécaire aussi. Et évidemment, avec votre bibliothécaire. Et en fait, vous allez ressentir ce que moi j'ai ressenti avec cet agent. Et puis, donc voilà comment ça s'est fait. Donc c'est une collection où vous allez trouver des livres très très différents. On a un peu baissé la voilure parce que le marché du livre est en crise. Et donc vous y trouverez du cozy crime si vous êtes amateur, des thrillers historiques, des suspens psychologiques, des romans noirs comme celui de Madalena, français et étrangers. Alors, il faut savoir qu'on publie pas mal d'auteurs étrangers, notamment cette année une autrice russe, ce qui est aujourd'hui assez compliqué, puisqu'il y a évidemment une défiance du public, mais cette autrice russe, elle ne défend pas du tout ce qui se passe dans son pays, au contraire. Et c'est des gros coûts de traduction, donc c'est des littératures engagées. C'est pour ça que les livres coûtent maintenant en grand format un petit peu de plus en plus cher, c'est qu'il faut couvrir tous ces prix. Donc c'est important aussi de redire que quand vous achetez de la littérature étrangère, c'est un acte vraiment engagé à tous les points de vue. Et moi, je pourrais vous parler pendant des heures du livre de Madalena, mais j'ai très envie aussi de connaître la suite et aussi vous dire que Madalena, elle a été finaliste du prix Premio Strega. C'est l'équivalent du Goncourt en Italie, donc c'était vraiment pas rien pour un premier roman.
c'est un premier roman. Voilà. Mais c'était pas dans la catégorie premier roman. Mais quand même, Bon. c'est ta modestie légendaire. Oui, c'était très compliqué. Non, c'était magnifique, mais pour moi, c'était un peu aussi traumatique parce que c'était mon premier roman adulte et c'était dans le premier Strega tout de suite. C'est vrai, c'est un peu comme le Goncourt. En plus, c'est fou parce qu'on fait un tour de l'Italie dans des théâtres. Et pour moi, c'était la première fois. Et il y a un public immense et des autres écrivains avec toi qui sont très expertes. Moi, j'étais la plus petite, la plus jeune. Donc, c'était... Et c'est très... Maintenant, je suis plus à l'aise, mais il y a 1 an ou 2 ans, c'était très compliqué pour moi de parler devant un public. Donc, j'étais terrorisée, je dois dire. J'étais vraiment terrorisée. C'était compliqué. Et puis, c'était un peu... Comment dire, il fallait, j'étais dans l'eau et je devais nager. Et donc, oui, mais... Voilà. Là, vous parlez d'une manière très aisée avec un public. Merci. et pas dans votre langue maternelle. Hein. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va passer aux questions du public qui est là.